On va lancer. Avant d'entamer la notion de relation, il y a un facteur très important qu'on va appeler le produit cartésien. C'est pas le produit cartésien. On va dire soit que un ensemble, soit entre parenthèses, grand E, grand F, deux ensembles. Le produit cartésien entre E et F, c'est l'ensemble noté E, 3, F. On se comprend. Le produit cartésien de E et F, c'est l'ensemble noté E, 3, F. Tel que tout élément de E, 3F devient quoi? Un couple. Ici, on va parler de couple. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à deux ans. Si on avait affaire à trois ensemble, on devait parler de réel. Un ensemble de trois éléments. On comprend. Si on était en présence de quatre ensemble, on devait parler de quadruple. Si on était ensemble de N ensemble, on devait parler de N-duplex. Ok. Ici, on a dit quoi? Le produit cartésien de E et F est l'ensemble noté E3, E3F. Tel que, quel que soit un X que je vais prendre qui appartient à E, 3F, X va se mettre sous la forme petit a, petit b. Bien sûr ici, avec petit a qui appartient à l'ensemble E et petit b qui appartient à l'ensemble F. D'accord? Et il faut aussi noter ici que E, 3F est totalement différent de F, 3. Ça veut dire que le produit cartésien n'est pas commutatif. On comprend? Ça, c'est la première notion. Maintenant, si je dis par exemple, un exemple, je dis que E, c'est l'ensemble formé de 2, 3, 6, 8. D'accord? Et je dis F, c'est l'ensemble 5, 7. Est-ce qu'on comprend? 5, 7. Maintenant, je te pose la question. Le produit, il détermine l'ensemble des éléments de E, 3, F. L'ensemble des éléments de E, 3, F seront quoi? L'ensemble de tous les couples formés entre les éléments de E et les éléments de F. On aura 2, 5, 2, 7, 3, 5, 3, 7. Est-ce qu'on va? On aura 6, 5, on aura 6, 7, on aura 8, 5 et 8, 5. Voici l'ensemble des éléments de E3F. Et pour déterminer le nombre d'éléments de l'ensemble de E3F, c'est-à-dire le cardinal du E3F sera égal à quoi? J'ai fait ça un peu plus haut. Le cardinal de E3F est égal au cardinal de E. Est-ce qu'on comprend? Fois le cardinal de tout simplement. Le
cardinal de E croix F, c'est le cardinal de E fois le cardinal de F. Et si on veut vérifier, ici le cardinal de E égale à quoi? 1, 2, 3, 4. Ici on voit que le cardinal de E égale à 4. Ici le cardinal de F égale à 4. Et on voit donc que le cardinal de E croix F sera 4 fois 2 qui me donne 8. Est-ce qu'on a 8 couples? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le calcul est F. Ça, c'est le premier paradoxe qu'il faut comprendre. Ce que c'est que le produit K. Et ici, même si on a E croix E, ça ne veut pas dire que, intuitivement parlant, on peut parler de commutatif. Si par exemple, à la place de 8, j'avais mis 7. On va avoir 7, 7. Mais ça ne veut pas dire qu'ici, le 7-ci et le 7-ci, tu veux dire que tu permets pour dire que le 7-ci, c'est un 7 qui se retrouve dans F et l'autre, non, non. Il y a peut-être une intersection entre les deux ensemble, mais il faut comprendre le principe. Maintenant, dans ce qu'on appelle le. Pour entrer dans le vif du sujet des relations, il y a ce qu'on parle de graphe. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le graphe. Mais avant d'y arriver dans ce qu'on parle de graphe, c'est d'abord quoi une relation? Une relation est une correspondance. C'est une correspondance entre deux ensembles. Dit que l'ensemble E est en relation avec l'ensemble F, ça veut dire qu'il y a une correspondance entre l'ensemble E et l'ensemble F. Autrement dit, il y a quelque chose qui les lie. Ça veut dire qu'on peut manipuler à la fois les objets de E et les objets de F grâce à une correspondance. Je vais prendre un exemple assez simple. Il y a une correspondance entre l'ensemble grand Q, les entiers relatifs, et l'ensemble Q. Laquelle? On a que grand Q est inclus dans, n'est-ce pas? Mais la relation qui les lie, c'est quoi? C'est que c'est pas que grand Q est inclus dans R, c'est que Q, l'ensemble grand Q est dans, autrement dit, Q va dans la. Ça veut dire quoi ce que je viens de dire là? Ça veut dire que si je prends deux réels distincts, entre ces deux réels, je vais toujours trouver un nombre rationnel. Et c'est la même chose pour les irrationnels. Et ça se démontre facilement, soit par l'absurde, soit par raisonnement direct. Mais là n'est pas l'idée. Là n'est pas le problème. Ce n'est pas le fait qu'il y ait une relation entre les deux qui nous intéresse. On va introduire le formalisme même de la relation. Ici, on va prendre directement la relation, proprement dit. Ok. On va dire soit E, F et R. Un ensemble de trois éléments. E ici et F représente un ensemble. R représente le graphe de la relation. Maintenant, on va dire que E et F sont en relation si et seulement si l'ensemble formé de E et F, le produit cartésien de E et F appartient au graphe. Mais je préfère ne pas dire que le produit cartésien appartient au graphe, je vais plutôt dire que il y a les éléments de E croix F qui se retrouvent dans R. Parce que R
est inclus dans E3F. C'est-à-dire R est une sous-partie du produit cartésien. R est une sous-partie du produit cartésien. Donc, je préfère ne pas mettre ça. Maintenant, dire que X est en relation avec Y, notez X en relation avec Y. Bien sûr, on peut dire X appartient à E, Y appartient à F. X est en relation avec Y si et seulement si X, Y, le couple X, Y fait comment? Appartient à R, au graphe de la relation. Ça, c'est la première des choses. Et dans ce cas ici, on parlait de relation au sens large. Maintenant, au sens strict, on va parler de relation binaire. On va parler de relation binaire. Et c'est cette relation qu'on va manipuler dans la plupart du temps. Que vous allez manipuler dans la plupart du temps. C'est dire que, premièrement, X est en relation avec Y. Ça veut dire que X et Y appartiennent au graphe de la relation. Maintenant, deuxièmement, la relation est binaire si X et Y sont dans le même angle ensemble. C'est-à-dire que E égale à F. Ça veut dire qu'on prend nos valeurs dans un seul angle ensemble. Est-ce qu'on comprend? Lorsqu'on prend nos valeurs dans un ensemble, on dit que les valeurs de cet ensemble-là sont en relation suivant une relation. On dira donc que cette relation-là est binaire. Maintenant, après avoir introduit la relation binaire, il y a le vif du sujet. On va parler de relation équivalente. Alors, après ça, on va parler de relations équivalentes. Ok. Dans les relations équivalentes, on va comprendre un concept. Premièrement, nous sommes en présence d'une relation. Deuxièmement, cette relation est binaire. Et troisièmement, elle est équivalente si elle respecte certaines propriétés. À savoir, la propriété dite de réflexibilité. La réflexibilité. Ici, dans la réflexibilité, on touche les concepts de la relation unique. Quand je parle de relation unique, ça veut dire quoi? La relation R est réflexive si, à un élément de E, on est en relation avec soi-même. Ça veut dire quoi? Ceci, R est réflexive si X, pour tout X appartenant à E, X est en relation avec X. Et n'oublions pas, lorsque je vais démontrer ça, que pour tout X appartenant à E, X est en relation avec X. N'oublions pas la notation, soit X appartenant à E, montrons que X est en relation avec X. Parce que quand on dit pour tout, on ne va pas tester toutes les valeurs de E. Ça se comprend. On va dire soit X est l'élément de E, démontrons que X est en relation avec X. Tout simplement. Ok. Après la relation de réflexibilité, il y a la réflexibilité, il y a la symétrie. Il y a la symétrie. Il y a la symétrie. Et dans la symétrie, on dira que quel que soit X appartenant à E, X en relation avec Y équivalent à dire que Y est en relation avec.
Ici, dans les relations équivalentes, comme le nom le dit, on parle de relations équivalentes, les choses qui se valent. Y appartient. Oui, merci. Pour tout X appartenant à E, non, pour tout X, Y, merci, appartenant à EK, ou alors au produit cartésien de E croix E. Ok. Ici, lorsqu'on parle de relations équivalentes, on fait allusion au regroupement. Parce qu'il faut savoir l'idée. C'est quoi l'idée d'introduire la notion de relation? L'idée dans la relation, c'est classer les éléments. Est-ce qu'on se comprend? Si par exemple, je dis que je veux classer ces marqueurs. Si je dis par exemple que je vais classer ces marqueurs, soit en faisant ce classement-ci, c'est parce que j'ai regroupé les marqueurs bleus à part et les marqueurs noirs à part, et par la suite le rouge d'un côté, ou alors je décide tout simplement de regrouper les marqueurs qui écrivent d'un côté et ceux qui n'écrivent plus de l'autre. Ou alors je décide de regrouper les marqueurs par marque de production. Est-ce qu'on comprend? Ici, on voit que la relation équivalente, c'est regrouper les éléments qui se valent entre eux et pouvoir travailler avec eux. Si tu as vu par exemple, lorsque les mamans vendent les prunes, les safous au marché, on regroupe les gros safous d'un côté, les petits de l'autre. Et les petits, on les met assez nombreux pour atteindre un certain quota de prix. Et les plus volumineux, on les met en minorité pour compenser le coût. Est-ce que tu vois un peu? Ça veut dire qu'on les classe entre eux pour, n'est-ce pas, pouvoir mieux les mesurer plus tard. Ou alors mieux les évaluer. Tandis que quand tu parles des relations d'ordre, l'objectif ici, c'est maintenant pouvoir les classer. Qui est plus grand que qui est plus petit que qui. Or, dans les relations d'ordre, on va faire très attention. On va y arriver. C'est que la relation d'ordre n'est pas toujours celle qu'on pense. Parce que depuis la classe de primaire, on manipule une seule relation d'ordre qui est inférieure ou égale. C'est-à-dire X est plus petit ou égal à. Voilà la seule relation. Maintenant, on va définir d'autres relations d'ordre qui vont stipuler certains concepts et certaines normes. Ok. Il y a ce qu'on appelle la symétrie. Il y a encore un troisième point qu'on va appeler la transitivité. Dans la transitivité, on dira que pour tout X, Y, Z que je vais prendre dans E3, ou alors quel que soit X, Y, Z que je prends dans E3, X, je dois démontrer que X en relation avec Y et Y en relation avec Z entraîne que, bon, si ça, alors, comme nous sommes dans l'air, ça en relation avec ça et ça en relation avec ça entraîne que X est en relation avec Z. Voilà l'idée. C'est ça l'idée. Est-ce qu'on voit? On prend trois éléments, on montre qu'ils sont en relation 2 à 2 et on montre que si moi je suis en relation avec toi et toi tu es en relation avec Stephen, ça veut dire que moi je suis en relation avec Stephen. Maintenant dans la relation d'équivalence, je crois que si moi je suis égal à toi, comme par exemple si ce marqueur est égal à celui-ci et que celui-ci est égal à celui-ci, ça veut dire que les trois marqueurs se valent. Est-ce qu'on comprend? Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et dans les relations d'équivalence, il y a un prochain élément qu'on va parler de la classe d'équivalence. La classe d'équivalence. La classe d'équivalence ici, c'est l'ensemble E quotienté R. Ça représente quoi? E quotienté R. C'est les éléments de E, l'ensemble des éléments, des valeurs dans E qui se mettent en relation avec un élément suivant la relation R. Si je veux matérialiser, ça représente un ensemble. Quel ensemble? L'ensemble des valeurs qui peuvent se mettre en relation avec un élément.
Est-ce que se comprend? Ça veut dire que c'est l'ensemble des Y appartenant à E, tel que X soit en relation avec Y. Ici, je peux même me permettre de dire que c'est l'ensemble des valeurs Y appartenant à E, tel que Y soit en relation avec X. Pourquoi? Je peux mettre Y en relation avec X comme je peux mettre X en relation avec Y. Pourquoi? Quoi? Elle est symétrique. Parce que la relation est symétrique. Du coup, je peux me permettre de permettre. Ici, on peut voir la symétrie comme étant une commutativité. Ok. Voilà tout ce qu'il faut maîtriser sur les relations de valence. Ici, tu vois qu'on veut dénicher quoi? La classe. Maintenant, on peut calculer le cardinal de la classe. Déterminer le cardinal de la classe revient à déterminer le nombre d'éléments qui respectent cette relation. Donc, voilà l'objectif des relations équivalentes. Maintenant, on va entrer dans les relations d'ordre. Ok. Dans les relations d'ordre, il y a deux types. Je dis ceci. La classe d'équivalence représente quoi? Quand on parle de classe d'équivalence, c'est comme une salle de classe, supposons que nous sommes dans une salle de classe. La classe d'équivalence est un élément représente quoi? La classe qui le mérite, non? Et comme on parle de mérite, comme on a dans une relation d'équivalence, on parle des éléments qui le ressemblent. L'ensemble des éléments qui ressemblent à X dans E. C'est-à-dire que j'entre dans un ensemble là, par exemple, supposons que c'est grand L, et je définis ma relation comme étant les éléments de même parité. R est la relation qui regroupe les éléments de même parité. Tu vois donc que si je vais déterminer E quotienté de R, c'est déterminer quoi? L'ensemble des grand N autant pour moi quotienté de R, sachant que R est la relation qui classe les éléments de même parité. Si je prends X un élément pair, X, la classe d'équivalence de grand N quotienté de R, c'est l'ensemble des éléments de grand N qui sont comment? Ils sont pairs. Ils sont comment? C'est l'ensemble des éléments de grand N qui sont. On va prendre un élément de référence. On va prendre tous les éléments qui sont pairs. Et maintenant, à partir de là, on peut demander de déterminer la classe. Ça veut dire que tu vas quantifier à combien d'éléments pairs dans grand N. Mais sauf que dans la pratique, on va peut-être limiter un ensemble, peut-être. Même si on parle d'une infinité de valeurs, on va quand même te permettre de pouvoir moduler cela. Ce n'est pas très compliqué. C'est chaud. Dans l'application, on va faire quelques exercices. Ce n'est pas très compliqué. Au contraire, ce sont des amuses que. Bon, maintenant, dans les relations d'ordre, il y a deux concepts à prendre en compte. Est-ce que la relation d'ordre est partielle? Ou alors est-ce que la relation d'ordre est totale? Une relation d'ordre est partielle si elle est d'abord une relation d'ordre et par la suite, on ne peut pas comparer tous les éléments de. C'est-à-dire, on ne peut pas les comparer tous. Quand on parle de relations d'ordre, c'est dans un ensemble. C'est-à-dire que je ne peux pas tous les classer, ordonner de manière. Il est bien vrai, il y a la relation de transitivité qui va y être, parce que c'est une relation d'ordre. Mais le problème, c'est que je ne peux pas tous les éléments de l'ensemble ne vont pas respecter le cri. On va faire un exemple. Et il y aura, la relation d'ordre sera totale si on pourra, n'est-ce pas, les comparer tous, quelle qu'en soit la manière de les comparer. La comparaison est suivant la relation. Comme par exemple, R est totalement ordonné suivant la relation d'ordre inférieur ou égal. C'est pourquoi on dit R est totalement ordonné. Ok.
On va d'abord prendre avant de revenir, on va d'abord parler proprement de la relation d'ordre. Une relation, R est une relation d'ordre si elle est si elle est antisymétrique, le précis c'est-à-dire pour tout x appartenant à E, x en relation avec E, x. C'est ça, non? Ok, et ici, anti-symétrique. Antisymétrique, c'est-à-dire pour tout x, y appartenant à E carré, x en relation avec y et y en relation avec x entraîne que x égale à. Est-ce qu'on va? Égal. X en relation avec y et y en relation avec x entraîne que x égale à y. Et dans la pratique, pour démontrer, si on fait comment? Soit x, y élément de E carré. Supposons x en relation avec y et y en relation avec x. Et montrons que x égale à. Ça, c'est dans le raisonnement direct. Maintenant, on peut raisonner par l'absurde. C'est-à-dire, soit x, y appartenant à E, montrons que x en relation avec y et y en relation avec x entraîne que x égale à y. C'est-à-dire, supposons que x en relation avec y et y en relation avec x et x est différent de y. On essaie de manipuler, on tombe sur la suite. Parce qu'on a dit quoi? Dans le raisonnement de la suite, on a dit que P implique que Q, l'absurdité de ce monsieur, c'est-à-dire si ça est vrai, ça veut automatiquement dire que P est non Q est faux. Maintenant, ce qu'on fait dans la supposition suppose que c'est vrai. Et on tombe sur quelque chose qui n'a plus de sens, pour dire que ce qu'on avait supposé vrai est faux. Parce qu'on nous avait dit quoi en logique mathématique, c'est que une assertion a deux possibilités. Soit elle est vraie, soit elle est fausse. Jamais les deux en même temps. C'est le mot inclusif. D'accord? Soit tu prends le beurre, soit tu prends un jus naturel pour le dessert, soit tu prends pour le yaourt. Tu ne prends pas les deux. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Donc, nous avons fait la famille à gaspiller. C'est un peu ça le but. Ok. Maintenant qu'on a formalisé, il y a encore le troisième point, c'est qu'elle doit être comment? Elle doit être transitive. Transitive, c'est-à-dire pour tout x, y, z appartenant à E, x en relation avec y et y en relation avec z entraîne que quoi? X en relation avec y et y en relation avec z entraîne que x en relation avec y. Et dans les relations d'ordre, dans la pratique, on va pas dire x en relation. On va dire x plus petit que. Parce qu'on a bien vu ces relations d'ordre. On essaie d'ordonner. Ça veut dire que l'élément si est plus petit que celui-ci. Si R est une relation d'ordre, alors x en relation avec y, c'est dire x plus petit que y. D'accord? Dans la pratique, c'est ça. X plus petit que y. Ok. On va faire un tout petit exemple. On va faire quelques petits exemples là pour essayer de comprendre. On va prendre une relation. Une relation d'ordre. On va d'abord prendre une relation équivalente. Par la suite, on va prendre une relation
Donc, ok. On dit ici, on va effacer là. On dit ici que on définit sur R application on définit sur R sur R la relation par R par tout AB appartenant R A en relation avec B, A en relation avec B, on va dire que A moins B appartient à A. Est-ce qu'on va? Première question, montrer que R est une relation d'équivalence. Montrons que R est une relation unique. Montrons que R est une relation d'équivalence. Ok. On va un peu nous chercher maintenant. Hein? Ok. Pour montrer que R est une relation d'équivalence, on a bien dû comprendre nos éléments de grand R, le nombre réel. On va montrer que R est réflexive, symétrique, transitive. Premier point. Montrons que R est réflexive. Montrer que R est réflexive revient à dire quoi? Ça revient à montrer que revient à montrer que quel que soit X appartenant à R, c'est-à-dire, montrons que quel que soit X appartenant à R, X est en relation avec X, n'est-ce pas? Ok. Soit X appartenant à R. Montrons que X est en relation avec détache. Montrons que X est en relation avec X. Est-ce que tu vois comment j'ai raison? On veut montrer que R est réflexive revient à montrer que quel que soit X dans R, X est en relation avec X. Ok, je dis maintenant, soit X appartenant à R, montrons que X est en relation avec X. Or, la relation nous dit quoi? Que si X est en relation, A est en relation avec B, ça veut dire que A moins B appartient à Q. Est-ce qu'on se comprend? Ici, donc, pour montrer que X est en relation avec X, je dois tout simplement montrer que X moins X appartient à Q. Parce qu'on dit A est en relation avec B si A moins B appartient à Q. Donc, pour démontrer donc que X est en relation avec X, je dois tout simplement montrer que X moins X appartient à Q. Tout simplement. Montrons que ça est vrai. On a quoi? X moins X qui est égal à quoi? 0.
Or, 0 appartient à Q. Pourquoi 0 appartient à Q? Parce que 0 peut s'écrire comme fraction. D'où, on aura quoi? D'où X est en relation avec X. Conclusion. R reflète. Est-ce que c'est bon là? On va maintenant démontrer que on va maintenant démontrer que R montrons que R est symétrique. C'est ça, non? Ok. C'est-à-dire montrons que pour tout qui X, Y appartenant à R, on a quoi? X en relation avec entraîne que Y en relation avec X. C'est ça, non? Ok. Soit X, Y appartenant à R. Supposons X en relation avec Y et montrons que Y est en relation avec X. Est-ce qu'on va montrer que Y est en relation avec X? C'est-à-dire, montrer que Y est en relation avec, il revient à montrer que quoi? Que Y moins X appartient à. C'est-à-dire, montrons que, je souligne la dernière étape que je dois démontrer. D'accord? On a qui? X en relation avec Y. Ce qui est équivalent à dire qu'on a X moins Y qui appartient à Q. On est d'accord que si X moins Y appartient à Q, ça veut dire que moins facteur de X moins Y appartient aussi à Q. Ce qui est aussi équivalent à dire que moins facteur de X moins Y appartient à Q. Ce qui est équivalent à dire que moins X plus Y appartient à Q. Ce qui est équivalent à dire que Y moins X appartient à Q. Comme Y moins X appartient à Q, on va donner ici que Y est en relation avec X. Et comme Y est en relation avec X, d'où R tu vois, je ne fournis pas d'effort. Je ne fournis aucun effort. Je respecte juste les règles de démonstration. Et quand je rédige la logique, le sens même de la démonstration, l'idée vient seule. Parce que quand tu rédiges, tu as ce qu'on appelle le coup d'œil. Tu rédiges bien, le coup d'œil va venir.
D'accord, l'intuition va découler. C'est d'abord la rédaction. Ok, maintenant on va démontrer que R est transitif. Ok. Montrons que R transitif. C'est-à-dire, montrons, que veut dire transitif? C'est-à-dire, montrons que pour tout X, Y, Z appartenant à R, X en relation avec Y et Y en relation avec Z entraîne que X est en relation avec Z. C'est ce qu'il faut démontrer. Cela. Ok, maintenant pour démontrer ça, qu'est-ce que je fais? Sois malin. Qu'est-ce que je fais? Je respecte d'abord la rédaction, c'est-à-dire soit X, Y, Z appartenant à R. Supposons que X en relation avec Y et Y en relation avec Z. Et montrons que qui? Montrons que X est en relation avec Z. C'est-à-dire X moins Z appartient à Q. C'est ça, non? On a, qu'est-ce qu'on a? On a X en relation avec Y. On a entre guillemets X en relation avec Y et Y en relation avec Z. C'est qui est équivalent, ce qui nous permet de dire que X moins Y appartient à Q et Y moins Z appartient à Q. Comment je fais donc? Plus. Parce que pourquoi je peux faire la somme? Je sais que la somme des deux éléments de Q me donne un élément de Q. Donc du coup, je peux prendre un élément de Q, je fais plus un autre élément de Q, j'aurai toujours un élément de Q. Hein? Comme si X, si petit a appartient à Q et petit b appartient à Q, comme si ça entraîne A plus ou moins B appartient à Q, alors qui, comme si ça est vrai, alors petit 1 plus petit 2 appartient à d'où. Sauf qu'aussi en pratique, je ne peux pas me permettre de dire que ça appartient comme petit 1 plus ça. Petit 1, c'est une relation d'appartenance. On ne peut pas dire une relation d'appartenance, plus une relation d'appartenance, ça appartient, c'est un problème. D'accord? Ceci n'a en réalité pas de sens. Je peux donc dire alors de 1 plus 2, on a. Il faut faire dire. On a x moins y plus y moins z appartient à Q. Et en faisant la somme de ces éléments, on obtient x moins z appartient à Q.
Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que X est en relation avec Z. D'où R comment? Transitif. D'où R transitif. En fait, voilà ça l'idée. D'où R transitif. Maintenant, on peut conclure que comme R symétrique, virgule, transitive, et comment? Réflexive. Réflexive. Alors, R est une relation d'équivalence. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est du temps? Est-ce qu'il faut voir Dieu pour ici? Ok. Maintenant, on va prendre un cas pour les relations d'ordre. C'est bon? On peut avancer. Et dans les relations d'ordre, il y a un élément que j'ai oublié de citer qui est, n'est-ce pas, le minimal, le maximal, le minimum et le maximum. Quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence entre le minimal, le minimum, le maximal et le maximum? Donc, quand on parle de minimal, maximal, ça veut dire qu'on est en présence quelque part, soit-il d'éléments petits, non? Et le maximum, c'est l'élément soit-il grand. Maintenant, c'est quoi le minimal, le minimum, le maximal et le maximum? Non, je comprends bien, mais ça veut dire que l'ensemble doit être borné. Non, pas borné. En fait, on parle de minimum lorsque la relation d'ordre, premièrement, est totale et que de deux, cet élément est le plus petit suivant la relation d'ordre totale. Ça, c'est comprendre. Or, on peut avoir plusieurs minimales parce que nous sommes en présence d'une relation d'ordre partiel. Un minimal les minimales représentent l'ensemble des petites valeurs suivant une relation d'ordre partiel. Tandis que le minimum représente le plus petit élément d'un ensemble E suivant la relation d'ordre total. Et le maximum représente la plus grande valeur
dans l'ensemble E suivant la relation d'ordre total, tandis que les maximales représentent l'ensemble des plus grandes valeurs de E suivant la relation d'ordre. Parce que il est bien vrai, on ne peut pas dire que une relation d'ordre partiel est, comment dirais-je, est un ensemble de plusieurs relations d'ordre total. On ne peut pas se permettre de dire ça. C'est faux. On ne peut pas se permettre de dire ça. Ça n'a aucun sens. Mais déjà, on peut se permettre quand même de dire que une relation d'ordre est partielle lorsqu'elle n'est pas totale. D'accord? Lorsqu'elle n'est pas totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas toujours comparer tous les éléments de l'ensemble. Parce que lorsqu'on parle de comparaison, c'est suivant une relation d'ordre. Si je dis par exemple, comme l'exemple qu'on va faire, on veut comparer deux éléments d'un ensemble. Certes, il y a des éléments qu'on peut comparer, parce que dans les propriétés, on a montré qu'elle c'est une relation d'ordre. Parce qu'on a montré qu'elle est quoi? Elle est réflexive, qu'elle est transitive, qu'elle est antisymétrique. Ça veut dire quoi qu'elle est réflexive? Ça veut dire que si moi je suis plus petit que celui-ci, suivant la relation d'ordre ici, et que lui il est plus petit que l'autre, ça veut dire que moi je suis plus petit que celui-là. C'est ça, non? Mais dans la pratique, il faudrait d'abord que les deux éléments subissent la relation. C'est-à-dire qu'au départ, on suppose que quoi? Les deux éléments respectent la relation d'ordre. Hein? Ça veut dire que pour parler de relation d'ordre, il faudrait d'abord qu'on puisse déjà les comparer. Maintenant, qu'on peut comparer deux éléments, est-ce que la comparaison des deux éléments, c'est la comparaison des deux éléments là, sachant que moi j'interviens des deux côtés, renvoie à dire que si moi je suis plus petit que toi et toi tu es plus petit que moi, ça veut dire qu'on est égal, non? Ça c'est l'antisymétrie. Maintenant, la transitivité c'est que si moi je suis plus petit que toi et toi tu es plus petit que Stéphane, alors moi je suis plus petit que Stéphane. En réalité, on suppose d'abord que je suis plus petit que toi. Ça veut dire qu'au départ, on peut déjà nous comparer. Et au départ, on peut déjà nous comparer. Du coup, on peut nous comparer. Mais il existe des éléments qu'on ne peut pas comparer suivant cette relation qui appartiennent à l'ensemble. C'est ça le but. C'est d'où vient le terme partiel. On est partiel parce qu'il y a des éléments dans l'ensemble qu'on ne peut pas comparer. Du coup, on ne peut pas ordonner l'ensemble suivant cette relation. Mais on peut peut-être l'ordonner suivant une autre relation qui est Ok, on va prendre l'exemple ici. C'est un exemple assez pertinent, assez intéressant, qui nous fait également voir les éléments minimal et maximal et ce qui va avec. Et dans la notion de minimal, maximal, on va comprendre le sens et pouvoir appliquer. On entre même déjà dans ce que je te donne même déjà le sens. Le sens de minimal, ça veut dire quoi? Quand je veux démontrer qu'un élément est minimal, ça veut dire que si je veux montrer que A est minimal, montrer que A est minimal revient à. Pour montrer que A est minimal, regarde. Si je dis que A est minimal, ça veut dire que A est un élément de l'ensemble des plus petites valeurs suivant la relation R. Et si je dis maintenant que A est la plus petite valeur, comme j'ai dit tout à l'heure, je dis que si R est une relation d'ordre, X en relation avec Y, c'est X est plus petit que. Si je dis donc que A est minimal, je vais montrer que ce A est minimal. Qu'est-ce que je fais? Je vais dire soit X appartenant à E. X en relation avec A entraîne que X égale à A. On est d'accord, non? Si X est en relation avec A et que A est minimal, ça veut dire que X est en relation avec A, on va automatiquement me dire que X égale à A. On est d'accord parce que A est le plus petit élément. Maintenant, pour montrer que A est maximal, maintenant, montrons patati patata, maximal patati patata. Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que si B, autant pour moi, est maximal, ça veut dire que si je prends
B en relation avec X, ça veut dire que je suis en train de dire que B est plus petit que X. Je vais montrer que quel que soit X appartenant à E, si B est en relation avec X, cela entraîne automatiquement que quoi? X égale à c'est tout. Parce que B est le plus grand. Si B est le plus grand, comment veut dire que B est plus petit que X? Si B étant le plus grand élément de l'ensemble, si B est plus petit que X, ça veut dire que X prend la valeur B. Parce que B est en relation avec B. Parce que la relation est comment? Réflexive. C'est tout. Voilà donc l'idée. Voici l'idée. Maintenant, dans l'exercice, on va faire un cas. On va essayer de démontrer que tel élément est minimal, tel élément est maximal. On va même démontrer que deux éléments sont minimaux. Donc tu vas voir qu'il existe deux éléments qui peuvent être petits suivant la relation dans le même endroit. Et à partir de là, tu peux massacrer pour les exercices qui peuvent venir sur les relations à l'ICA. C'est pas très compliqué. Ok. On définit la relation R sur N étoile K. On définit la relation. On définit la relation R sur N étoile par deux points. Pour tout couple, pour tout X, Y appartenant à N étoile, 3, N étoile. Parce qu'on a dit la relation c'est sur N et N étoile. Ça veut dire que si on prend deux éléments de N étoile, deux entiers naturels non nuls, X est en relation avec Y, entraîne est équivalent à dire qu'il existe un cas appartenant à Z ou CN. Il existe un cas appartenant à N étoile tel que Y soit égal à X à la puissance 4. Voilà la relation. D'accord? Montrons que R est une relation d'ordre partiel sur N. Montrons que R est une relation d'ordre partiel. Maintenant, pour démontrer ça dans la pratique, on va dire que soit cherchons K, tel que cela est vérifié. Parce qu'on a dit pour tout, il existe la démonstration, c'est soit cherchons. Ok. Pour montrer que R est en relation, est une relation d'ordre partiel, autant pour moi. On va montrer qu'elle est comment? Reflète. Qu'elle est antisymétrique et qu'elle est transitive. Ok. Montrons que R comment? Reflète. Ok. Soit X appartenant à N étoile. Cherchons K appartenant à N étoile. Et pour faire une liste, cherchons lambda appartenant à N étoile tel que quoi? J'écris normalement. Soit X appartenant à N, montrons que X en relation avec X. C'est-à-dire qu'il existe, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, montrons qu'il existe quoi?
on peut prendre 8 cas, qu'il existe un cas appartenant à n étoile tel que x soit égal à x à la puissance k. X en relation avec x. Hein? Pour montrer que x en relation avec x, ça revient à dire qu'on doit montrer qu'il existe un cas appartenant à n étoile. C'est ça, non? Et pour montrer ça, on va faire comment? On sait que x appartient à n étoile. Cherchons k, donc il faut chercher la valeur de k. Parce qu'on dit montrons qu'il existe. Cherchons k appartenant à n étoile tel que x est égal à x à la puissance k. On a x appartient à n étoile et x égale à x. On sait que x égale à x, non? Qui est encore égal à quoi? X est égal à x à la puissance 1. Or, 1 appartient bien à n étoile. Prendre, comme on cherchait qui k, prendre k égale à 1. C'est fini. D'où quoi? X est en relation avec x. R reflète. Maintenant, pour ne pas t'embrouiller dans ce qu'on appelle réflexive, transitive, antisymétrique, symétrique. Vois directement que réflexive, c'est le reflet. Hein? Si je place R représente quoi? Quand je place R comme ceci, R représente mon miroir. Je revois mon reflet. Donc je suis en relation avec moi-même par le miroir. R reflet, réflexive, effet miroir, en relation avec moi-même. Maintenant, transitive, c'est la transition. X en relation avec tel, tel en relation avec tel, alors je suis en relation avec cela par transit. La transition par passage. Ok, maintenant pour la symétrie. La symétrie, un élément est symétrique quand ça veut dire qu'on est identique par rapport à quelque chose. C'est ça, non? Donc du coup, je suis en relation avec toi, alors toi tu es en relation avec moi. La symétrie. Parce que c'est la même chose qui se fait de l'autre côté et vice versa. Mais antisymétrie, ça veut dire qu'on n'est pas symétrique. Donc du coup, x en relation avec y, y en relation avec x, ça veut dire qu'on est identique. Ok, on a montré la réflexibilité, R réflexive. On va maintenant montrer que R est comment? Antisymétrique si tu veux. Montrons alors que R est antisymétrique. On va montrer que R est antisymétrique. Ok. Montrons que R est antisymétrique. Ok. Que veut dire R antisymétrique? Que veut dire R antisymétrique? R antisymétrique revient à dire que montrons que R antisymétrique, ça veut dire quoi? Hein? Si X en relation avec Y, Y en relation avec Z, c'est égal à Z. Non. X en relation avec Z. Non, c'est pas X en relation avec X en relation avec Y, Y en relation avec Z, X égale à Z. X en relation avec Y et Y en relation avec X. Entraîne que X égale Y. Pas Z. On fait intervenir 3 éléments de l'ensemble lorsque nous sommes dans la transitivité. Les 2 premiers éléments. 1, la réflexibilité, c'est un élément.
La symétrie ou l'antisymétrie, c'est 2 éléments. Et la transitivité, c'est 3 éléments. Tu vois alors, 1 élément, 2 éléments, 3 éléments. Ok. Pour montrer ici l'antisymétrie, soit x, y appartenant à une étoile, montrons que quoi? X en relation avec y et y en relation avec x entraîne que x égale à y. C'est ça, non? On va montrer ça. Pour montrer ça, on va faire comment? On va supposer que x est en relation avec y et y est en relation avec, et on va montrer que x égale à. Ok. On peut montrer que ça. On va donc dire quoi? Supposons x en relation avec y et y en relation avec x. Montrons que x égale à y. Ok. Pour montrer donc que x égale à y, on a quoi? On a x en relation avec y et on a y en relation avec x. Ceci équivalent à dire quoi? Ceci équivalent à dire qu'il existe un cas 1 appartenant à une étoile tel que x non, tel que y soit égal à x à la puissance k1. Et ici, il existe un K2 appartenant à une étoile tel que x soit égal à quoi? À y à la puissance K2. Voilà ce qu'on a. D'accord? Ça c'est petit 1. Ça c'est petit 2. Maintenant, est-ce que je peux substituer petit 2 dans petit 1 ou petit 1 dans petit 2? Je peux faire comme bon me semble. Je peux faire comme bon me semble. C'est ça. Parce que ici, l'idée c'est de faire quoi? Si je substitue, j'aurai les valeurs de K1, K2. Et comme j'ai les valeurs de K1, K2, ça va pouvoir me dire qui est celui-ci. Simplement. Ok. Je vais donc dire ici que 2 dans 1 donne 2 dans 1 donne 2 dans 1 nous donne quoi? Égal à x. On a remplacé oui. Y, K2, K. Qui me donne ici Y, K2, K. Y égale à ça. Égal à Y à la puissance quelque chose. Ça veut donc dire ici que K1 fois K2 égale à 1. D'où K1 fois K2 égale à 1. Or, n'oublions pas, K1 appartient à une étoile, K2 appartient à une étoile. Si le produit de deux entiers me donne 1, ça veut automatiquement dire que ces entiers sont simultanément égaux à 1. Ce sont des entiers. Ça veut donc dire que d'où K2 égale à 1, K2 égale à K1 qui est égal à 1. Et si K2 égale à 1, K égale à 1, on aura bien, on a Y égale à X. Comme on a Y égale à X, ça renvoie à dire que R est comment? Entier. Il y a plusieurs façons de faire ça. Hein. Pas... Et le minimum que vous avez dit là, c'est entamé à quel moment? Quel minimum? On va y arriver, non, c'est dans les relations d'ordre. Dans les relations d'ordre qu'on peut parler de minimum ou minimal. Maintenant, on va parler de minimal si la relation d'ordre est partielle. Minimum si elle est totale. Un minimal peut être un minimum. Mais un minimum ne peut pas être un minimal. Bon, un minimum peut être un minimal. Mais un minimal n'est pas forcément un minimum. Parce qu'il existe plusieurs minimales. Bon, maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est qu'on parle de minimal lorsque nous sommes en présence d'une relation d'ordre partielle, et on parle de minimum lorsque nous sommes en présence d'une relation, d'ordre total. Ok. Montrons maintenant la prochaine étape qui est la
La transitivité. Ok. Montrons la transitivité. N'oublions pas, ne nous écartons pas, l'objectif c'est montrer que la relation d'ordre est partielle. C'est-à-dire que par la suite, on va chercher deux éléments qui ne sont pas comparables suivant la relation. Ok. Montrons que R est transitif. R est transitif veut dire quoi? Soit avec END, X, Y, Z appartenant à N étoile. C'est ça, non? Montrons que X en relation avec Y et Y en relation avec Z entraîne que X en relation avec Z. C'est ça, non? Maintenant, dans la pratique, on va dire supposons X en relation avec Y et Y en relation avec Z. Montrons que X est en relation avec Z. Montrer que X est en relation avec Z revient à montrer quoi? Montrer que X est en relation avec Z revient à montrer qu'il existe un cas, non? C'est-à-dire, montrons qu'il existe un cas appartenant à N étoile tel que Z égale à X puissance K. Voilà l'objectif. Voici l'idée. Montrer qu'il existe un cas tel que ça. D'accord? Et comment faire ça dans la pratique? Soit, cherchons K appartenant à N étoile tel que Z égale à X puissance K. On va chercher là maintenant K tel que la relation cercle. C'est ça, non? On a quoi? On a X en relation avec Y et on a Y en relation avec Z. C'est là équivalent à dire que il existe un K1 appartenant à N étoile tel que Y égale à X puissance K1 et il existe un K2 appartenant à N étoile tel que quoi? Je peux substituer, non? Hein? L'objectif c'est d'exprimer qui? Z en fonction de X. Ok, substitution. 1 dans 2. Ça veut dire qu'on a Z égale à X. Vous donnez X. On voulait écrire Z comme étant quoi? X puissance K. K1 fois K2 appartient à N. K1 fois K2 appartient à N étoile. D'où prendre qui? Prendre K égale à K1, K2. Conclusion, on a montré que qui? On a montré que R est transit. R est transit. Donc, en conclusion, R est une relation d'ordre. D'accord? Maintenant, prenons donc deux éléments non nuls. Prenons peut-être deux nombres premiers. Nous prenons 2 et 3. Est-ce que 2 peut se mettre comme étant 3 là? Est-ce que 3 peut se mettre comme étant... Est-ce que 2 peut s'écrire comme 3 puissance 4 quand entier? 3 puissance 4. Hein? Est-ce que 3 peut s'écrire comme 2 puissance 4? K appartenant bien sûr à Z, à N étoile. Ça n'existe pas, non? On va donc dire ici que comme 3
montrer la partialité? Hein? Est-ce qu'on montre la partialité? La partialité, voilà. Comme 3 égale 2 puissance k, n'admet pas quoi? De solution dans N. 2 égale à 3 puissance k est une équation. N'admet pas de solution dans qui? Dans N étoile. Alors, R est une relation d'ordre comment? Partiel. Si on choisit un exemple, c'est arbitraire exemple que vous choisissez. Oui, je pourrais prendre 5 et 7. Je pourrais prendre 5 et 7. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir dénicher à vide le contre-exemple. J'ai pris 2 et 3 parce que ce sont les deux éléments constitutifs les plus proches. On pourrait même prendre 1 et 3. 1 s'écrit comme 3 puissance 0, oui. 3 peut s'écrire comme 1 puissance quoi. Il n'y a pas. On pourrait prendre un autre élément. Tu vois que ici, dans cette relation, on ne peut pas comparer 3 et 2. Hein? Donc, du coup, la relation n'est pas... l'ensemble, elle n'est pas totalement ordonnée. Suivant cette relation, elle est plutôt partiellement ordonnée. Ok. Deuxième question. On nous dit un est un élément minimal et maximal de l'ensemble ordonné. Montrer que 1 est un élément minimal et maximal. Donc, montrer que 1 est à la fois un minimal et un maximal. On va montrer que 1 est à la fois un minimal et un maximal. On va montrer que 1 est à la fois un minimal et un maximal. Quelque chose à faire après ou on pousse? On peut pousser avec ok. Montrons que petit b, montrons que 1 est minimal et maximal. Montrons que 1 est minimal et maximal selon la relation d'ordre partiel de l'ensemble ordonné. Un minimal et maximal de l'ensemble ordonné grand N étoile R. Ok. On va montrer que 1 est minimal et que 1 est maximal. On va d'abord prendre premier point. Montrons que 1 est minimal. Pour montrer que 1 est minimal, ça va agir quoi? Un est le plus petit. Soit x appartenant à N étoile. C'est ça, non? Montrons que x en relation avec 1. Parce que tu as dit x plus petit que 1 entraîne que x égale à
C'est ça la définition. Il est minimal, ça renvoie à dire que si un élément est en relation avec lui, ça veut dire que cet élément est égal à lui. Si je peux chercher un élément plus petit que 1, je suis obligé de tomber sur 1. C'est ça, non? Ok. Montrons donc ceci. Bon, comment on fait? Pour montrer que ça implique ça, on suppose ça et on démontre ça. Supposons x en relation avec 1 et montrons que x égale à 1. On a x en relation avec 1, ce qui est équivalent à dire qu'il existe un cas appartenant à n étoile, tel que quoi 1 est égal à x puissance k. C'est ça, non? Ok. Ici, l'idée, c'est de faire quoi? Dans quelles conditions il faudrait que x à la puissance k soit égal à 1, avec bien sûr k différent de 0, k entier nombre? Uniquement. Est-ce qu'il y a encore d'autres cas? Il n'y a pas d'autres cas. Il faudrait uniquement que x se prenne la valeur 1, parce que ça c'est un produit d'entier. Maintenant, pour que ce produit d'entier-ci me donne 1, il faudrait automatiquement que cet entier-ci soit égal au 1. D'où x égale à 1. Conclusion. Conclusion quoi? 1 est mini. Ok. Maintenant, on va montrer que 1 est maxi. 1 est maximal. Pour montrer que 1 est maximal, on va dire quoi? Montrer que 1 est maximal revient à montrer que quel que soit x que je vais prendre dans n étoile, 1 est en relation avec x renvoie à dire que 1 égale à x. C'est ça, non? Soit. Et comme c'est quel que soit, on commence par soit x appartenant à n étoile. Montrons que 1 est plus petit que 1 est plus petit que x suivant la relation donc R entraîne que 1 égale à x égale à 1. Montrer ça revient à dire que supposons 1 en relation avec x et montrons que 1 égale à x. Ok. Pour montrer que 1 égale à x, on a supposé ça. Cette supposition, c'est notre hypothèse de récurrence. C'est notre hypothèse de démonstration. Elle devient comme un axiome ou un élément de vérité. On a 1 en relation avec x. C'est là équivalent à dire que x est égal à 1 puissance k. X égale à 1 puissance k. K appartenant à n étoile, ça veut dire que x égale à combien? Conclusion. 1 est maximal. On a démontré là que 1 est minimal et maximal à la fois. Tu vois un peu l'idée des relations. On a vu que les relations équivalentes, d'où vient l'idée? C'est quoi l'idée des relations équivalentes?
L'idée des relations équivalentes, c'est de pouvoir classer les éléments suivant un certain type d'ordonnancement. Est-ce qu'on veut les classer suivant les mêmes couleurs? Est-ce qu'on veut les classer suivant les mêmes tailles, suivant les mêmes formes? Donc, du coup, tu as la relation qui est équivalent à moi, alors on est dans le même groupe, suivant la relation d'équivalent. Bon, maintenant, la relation d'ordre revient à comparer les éléments. Si les éléments sont comparables, alors, suivant notre relation, on dit qu'elles obéissent à la loi d'ordonnance, d'ordonnance. Et on a dit que dans les relations d'ordre, on avait deux classes, soit elles étaient totales, soit elles étaient partielles. C'est le total, ça veut dire qu'on peut comparer exactement tous les éléments de l'ensemble. Maintenant, on a dit qu'elle est partielle. S'il y a des éléments quand même dans l'ensemble qu'on ne peut pas comparer avec les autres. C'est un peu ça l'idée. Quand je dis comparer avec les autres, c'est pas avec les autres. Hein. Ça veut dire qu'il existe un couple d'éléments dans l'ensemble qu'on ne peut pas comparer. Parce qu'on peut comparer 1, comme je peux par exemple 2 et 3. On ne peut pas comparer 2 et 3, mais on peut comparer 2 avec un autre élément de N. Vu l'exercice, dans ce qu'ils disent, il va dire que la seule valeur que soutient. Quoi? Si c'est minimal et maximal. Non. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs minimales. On peut démontrer encore qu'un autre élément est minimal. J'ai encore donné un autre élément ici. Oui, 15. On peut s'amuser à démontrer que 15 est également minimal. Hein? On peut s'amuser à démontrer que 15 est minimal. Pour démontrer que 15 est minimal, qu'est-ce qu'on fait? On remplace ça par 15. On peut montrer que ça donne 15. Ça donne 15. 15. Hein? Ici, on a quoi? 15 égale à ça. On veut résoudre 15 égale à x puissance 4. 15 c'est quoi? Parfois c'est le produit de deux entiers. C'est ça, non? Maintenant, x est égal au produit. X à la puissance 4 est égal au produit de deux entiers, renvoie automatiquement à dire que. Parce que ici, je peux me permettre de dire que x est égal à quoi? 5 fois 3, le tout à la puissance 1 sur 4. Ça veut dire que x égale à 5 à la puissance 1 sur 4 fois 3 à la puissance 1 sur 4. Là, je tombe sur quoi? Pour que ça me donne un entier, il faudrait automatiquement que 4 prenne la valeur 1. Que ça me donne un entier. Pour que 15 à la puissance 1 sur 4 fois 3 à la puissance 1 sur 4 soit appartienne à quoi? Appartienne à grand N. Comme ce sont des nombres premiers, il faudrait que K prenne la valeur 1. Ça, c'est le premier raisonnement. Le deuxième raisonnement, je peux raisonner par l'absurde. On veut démontrer que ça, je donne la négation. Ça, se comprend. C'est-à-dire, je vais supposer que x est en relation avec 15 et que x est différent de 15, par exemple. Et là, je vais tomber sur quelque chose d'absurde. Je vais supposer que x est différent de 15. Ou alors, je démontre que si l'élément, ça, en réalité, doit être vrai. Je dis tout est résolu par la suite. C'est-à-dire, je démontre que, montrer plutôt que x en relation avec 15 et x différent de 15. Je suppose que c'est vrai. Supposons ça. Je raisonne. Et là, je vais tomber sur un béguin. Parce que là, je peux lancer le logarithme. Ça va me faire ici ln de 15 égale à k ln de x. C'est ça, non? On veut la valeur de k. On veut la valeur de. Je peux même dire que x. Non, oui. K égale à ln de 15 sur ln de x. Pour que ceci soit un entier, on a d'abord dit que x est différent de 15, non? Or, x est différent de 15. Ça veut dire que ln de 15 sur ln de x ne peut pas appartenir à grande n étoile. Or, on a dit que k est un élément de n étoile. C'est absurde. Parce que ça n'appartient plus à n étoile. On comprend? Voilà un peu l'idée. Voilà l'idée. Parce que pour que ceci
à partir de n étoile, il faudrait que ça soit quoi? Il faudrait que ln de 15 soit un ln de x, un k ln de x, ou un lambda ln de x, lambda appartenant à n, ce qui est faux. Mais franchement, j'ai changé, on dit que si on met... Pour que k, ici, à partir de n étoile, il faudrait que ln de 15 soit égal à un lambda ln de x, bien sûr, avec lambda appartenant à n étoile. Or, c'est pas vrai. Et là, si on remplace x par 15, on retombe sur... Ici, on prend le 15 par supposition. Donc la supposition, si est fausse. Et comme c'est fausse, la négation est vraie. Et la négation de ça vrai rapport dit que ça implique ça est vrai. C'est tout. Pas l'idée. Donc on peut s'amuser à faire ce qu'on veut là. On aura toujours le résultat. C'était 1, 1, 1, 1, 1. Ok. On a vu comment comparer les éléments. On a vu qu'il existait plusieurs minimales, il existait plusieurs maximales. Lorsque nous étions en présence des relations d'ordre partiel, et dans la relation d'ordre total, on tombera uniquement sur un minimum et un maximum. D'accord? Ok. Et on a également vu dans les classes d'équivalence, dans les équivalences, qu'il existait des classes d'équivalence. Les classes d'équivalence, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui se mettent en relation avec un élément dans E. Si je prends X un élément de E qui respecte une certaine morphologie, je dois retrouver l'ensemble des éléments qui sont de la même morphologie que lui. Et là, on appelle la classe d'équivalence. Et à partir de là, je peux déterminer le nombre. Comme par exemple, si je prends l'ensemble de 4, 6, 8, 10, 12, 15, 3, 5, 7, 13, 21 et je vais déterminer la classe, une relation d'équivalence qui regroupe les éléments paires. Tu vois que si je veux déterminer la classe, l'équivalent des éléments qui sont paires, je vais déterminer, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 12, 14. Et là, je vais pouvoir les compter, les dénombrer plus tard. C'est pourquoi on parle du cardinal de la classe équivalente, ou alors le nombre d'éléments de la classe d'équivalence. Ok. C'est un peu ça l'idée. Mais sauf que parfois on peut te mettre une fonction et là tu étudies la direction de la fonction. Si elle est continue, tu étudies. Est-ce qu'elle est objective ou pas? Et à partir de là, tu peux vérifier ce que tu veux. Sinon, c'était tout pour les relations. Il n'y a plus grand chose. Il n'y a pas autre chose qu'on peut poser en dehors de tourner autour de l'arc minimal, maximal, montrer si c'est une relation d'ordre total, montrer quel est le maximal. Et si la relation d'ordre total, le maximal est unique, le minimal est unique. Mais dans la relation d'ordre partiel, on voit qu'il n'est pas unique, il y a plusieurs minimales. Ok. Et aussi, on a montré que lorsqu'on était minimal, lorsqu'on était dans une relation d'ordre partiel, c'est qu'il existe un couple d'éléments, pas qu'un élément ne se met pas en relation avec les autres. Non. Chaque élément peut se comparer avec un autre élément de l'ensemble, mais sauf qu'il y a des éléments avec lesquels on ne peut pas le comparer dans l'ensemble. D'accord? Ça veut dire que si je veux montrer que la relation est partielle, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement prendre un élément de l'ensemble. Peut-être je prends X, peut-être si c'est un grand M, je pourrais peut-être prendre 10, et je cherche un Y appartenant à N étoile, tel que 10 ne se met pas en relation avec Y, c'est tout. Pardon? Si tu as déjà vu un groupe, tant mieux. Mais si tu n'arrives pas à voir, l'idée c'est quoi? C'est prendre une valeur dans l'ensemble et chercher un élément Y tel que X ne se met pas en relation avec Y. Ou alors quand il dit chercher, ça veut dire on va chercher Y tel que, si je dis que 10 en relation avec Y, je vais obtenir un cas qui n'appartient pas à N étoile. C'est ça. Et comme déjà vous avez dit que un des éléments qui une manière de voir c'est si le cardinal de E fois F est le cardinal de E, le cardinal de L. Si c'est pas le cas. Ce sera dans le produit cartésien. Ce sera toujours le cas. Cardinal de E croix sera toujours dans le cardinal de E fois cardinal de F. C'est de manière générale. Mais sauf que le graphe. Mais je dis pour les exemples. Et quand c'est parfait, ça veut dire que certains couples ne fonctionnent pas théoriquement. Oui.
C'est-à-dire que si le truc. Quelqu'un qui ne comprend pas. En fait, je veux dire que si le truc qu'on trouve, enfin, le nombre d'éléments qu'on trouve dans ce qu'on cherche. Ici. Alors, supposons que c'est partiel. Tu veux chercher quoi? Si vous demandez, c'est pour déterminer si c'est partiel ou total. Ah, tu veux déterminer un élément tel que. Si un ensemble est partiel ou total. Ah, tu veux déterminer si un ensemble est partiel ou total. Oui, enfin, de façon générale. Mais ça c'est général, si tu veux déterminer qu'un ensemble, une relation d'ordre est partielle, tu prends un élément, tu cherches un y qui ne se met pas en relation avec une chose. Mais ici, quand tu parlais de la forme canonique, je voulais te dire que si je prends par exemple un ensemble de qui est égal à 2, 4, 6, et je prends f qui est égal à 5, 7. D'accord? Et que, non, je vais mettre ici peut-être 3. Je mets ici 5. Maintenant, je vais dire que x appartenant à E et f appartenant à et y autant pour moi appartenant à f. Là, ce n'est pas une relation. Dans cette relation, je peux bien définir, mais sauf que nous ne sommes pas dans un espace binaire. La relation n'est pas binaire. D'accord? Ici, je vais dire que x est en relation avec y si x est plus petit que y. X est en relation avec y si x est plus petit que y. Ça veut dire que je peux avoir combien de couples de valeurs ici? Je peux avoir 2 peut se mettre en relation avec 3. Parce que 2 est plus petit que 3. 2, il peut avoir 2, 5, c'est ça. Il peut avoir 4, 2, c'est ça. Ah, 2, 3, oui. 4, 4, 5. Oui. Il peut aussi avoir ici quoi? C'est tout, non? Or, ces éléments sont comment? Sont contenus dans qui? Cet ensemble-ci est contenu dans E croix F. C'est une partie de E croix F. Tu vois que le graphe de cette relation qui est ce monsieur-ci, parce que ça c'est le graphe. Le graphe de cette relation-ci, qui est ça, est comment? Est contenu dans E croix F. Comme par le graphe, c'est la représentation graphique de la relation. Ça, 2, 3, c'est le graphe. Un élément du graphe de la relation. Ça veut dire que 2 se met en relation avec 3 suivant la relation R. Elles sont comprises. Parce que 2 est plus petit que 3. Mais on voit que dans E croix F, j'ai 6, 5, qui est un couple de E croix F. 6 appartenant à E, 5 appartenant à F. Mais sauf qui n'appartient pas au graphe de la relation. Du coup, 6 et 5 ne peuvent pas être en relation. X n'est pas en relation avec 5. 6 n'est pas en relation avec 5 autant pour moi. Parce qu'il n'appartient pas au graphe de la relation. On peut donc dire que 2 éléments peuvent se mettre en relation selon une relation R s'ils appartiennent, si le couple formé par ces 2 éléments appartient au graphe de la relation. C'est plus maintenant le cours sur les relations R qui est terminé. Voilà tout ce qu'il fallait faire pour comprendre ce chapitre. Donc, n'hésite pas si tu as des questions, tu poses. Si tu as des préoccupations.